Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal et joyeuse Pâques. À la une ce lundi 6 avril, nous reviendrons d'abord sur les résultats sportifs du week-end. Victoire pour la Roca Team en Betclic Elite, une qualification en finale pour Monaco United et puis le compte-rendu des derniers matchs en demi-teinte pour les Monégasques du côté des cours du Rolex Monte Carlo Masters. Tous les détails dans un instant. Ce 6 avril, c'est le lundi de Pâques, mais pas que. C'est aussi la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée chaque année par Peace and Sport avec sa campagne White Card. Pour l'occasion, Joël Bouzou, son fondateur et président, sera notre invité ce soir. C'est encore du sport. Dans ce journal, nous irons aussi à Paris, où l'aventurier Patrice Ponza a présenté Les Alpes intérieures, un livre dans lequel il raconte son périple de 2000 km en solitaire entre la mer Adriatique et la Méditerranée. Nous l'avons rencontré. Et puis nous finirons en musique avec la clôture du traditionnel festival Printemps des Arts, au programme Berlioz à la bougie et de la musique indienne. La Roca Team recevait Dijon hier pour la 25e journée de Betclic Elite. Les Monégasques, toujours leaders à 5 journées de la fin, ont une nouvelle fois confirmé leur statut de favori en dominant les Dijonnais 108-95. Pour ça, la Roca Team pouvait compter sur ses hommes forts, Eli Okobo et Alpha Diallo, auteurs de 52 points hier, malgré un petit moment d'égarement à la fin du match où, sous pression, Juan Bégarin et Quentin Le Cerf en sont venus aux mains, ce qui a valu une exclusion aux deux joueurs. Le coach Sergei Gladir et Eli Okobo sont revenus en conférence de presse sur cet incident qui n'enlève rien à la bonne performance collective du club. Écoutez. During the high-intensity game, especially against Dijon, against a good defensive team who's pressuring us a lot, trying to come back, it's very hard to keep calm, to be calm in that moment. Especially when somebody is pushing you in the face with a little provocation. Okay, there was both sides, but it's hard to keep cool down. And it happened what happened. But as a Monaco team, this is not the image we want to show. I want to apologize to the supporters, to the people who saw this on the TV live. I want to apologize from our organization, and we're gonna make sure that this is not gonna happen again. Because this is not the image that we want to show of our organization. J'avais déjà des responsabilités avant, mais là il y en a encore plus, comme il manque des joueurs. Donc c'est à moi d'être efficace, montrer le chemin un peu. Même si on fait des erreurs, si on met l'intensité nécessaire en défense pour combler les erreurs des uns des autres, ça va aider. C'est ce qu'on a pu faire sur les fins de match contre Efes, ici à Milan, avec des débuts de match pas top. Mais le but, c'est difficile d'être 6 à 8 joueurs, 8 professionnels, jouer 3 matchs par semaine, entre 25 et 35 minutes de temps de jeu. Mais il faut faire avec. Il y a d'autres équipes qui ont eu des blessés pendant la saison, qui ont eu des problèmes. Donc on ne se donne pas d'excuses, mais c'est vrai que faudra mettre beaucoup d'intensité et d'énergie pour encaisser moins de points, parce qu'en attaque, on passe la balle plus qu'avant, on score, tout le monde apporte quelque chose, donc c'est pas là le problème. Prenons maintenant la direction du Monte Carlo Country Club où l'on vous retrouve Frédéric Elion. Bonsoir. Plusieurs joueurs de la Fédération monégasque de tennis étaient sur les cours aujourd'hui. Racontez-nous comment s'est passée la journée pour les Monégasques. Oui Théo, c'est une très belle journée pour les joueurs de la Fédération monégasque de tennis. Ils étaient 2 en lice en double. Eh bien, les 2 se sont imposés. On va commencer par Romain Arneaudo qui a parfaitement entamé la défense de son titre acquis l'an passé avec Manuel Guinard. Alors, il est avec un nouveau partenaire cette année, le très expérimenté Pierre Hugerbert qui a remporté les 4 titres du Grand Chelem en double, ex-numéro 2 mondial. Et ça s'est très bien passé pour leur entrée dans le tournoi puisqu'ils se sont imposés en 3 manches, 7-6, 3-6, 10-5 au super tie-break face à la paire argentine González-Molteni. Et puis Gonis, donc l'autre monégasque en lice, s'est imposé lui aussi avec son partenaire désormais de longue date, Édouard Roger Vasselin, une victoire en 2-7, 6-4, 7-6 face à la paire Cabral-Salisbury. Et au prochain tour, malheureusement, les 2 joueurs de la Fédération monégasque de tennis s'affronteront avec leurs partenaires respectifs en 8e de finale. Je vous propose de les écouter. Oui, de toute façon, c'est sûr qu'il faut déjà faire match après match et ça me tenait à cœur de passer le premier tour. Déjà, c'est toujours important dans un tournoi, surtout ici, gagner le premier tour. Donc voilà, très content de gagner ce match avec Pierre-Hugues. C'était une sacrée bataille. On a joué plus de 2 heures et
C'est très rare pour un double. Et voilà, on a décidé de mettre beaucoup d'intensité mentale et tout ça. Donc après, c'était... vu que le match il durait, ça a été vraiment dur de garder la même intensité pendant tout le match. Surtout, voilà, deuxième set, c'était un peu plus dur mentalement. Parce qu'on commençait en fait à avoir un petit moins bien, on va dire, physique. Mais voilà, on s'est bien ressaisi à la fin du match et je suis vraiment content de continuer. Ouais, très content de passer ce premier tour contre une équipe qui est nouvelle. C'est la première fois qu'ils jouaient ensemble, mais deux mecs très expérimentés. Salisbury qui est top 10 depuis longtemps. Cabral contre qui on avait perdu en Coupe Davis ici, donc c'est une bonne revanche. Donc content d'être passé, c'était un bon match. Parmi les autres résultats marquants de la journée, Théo, l'élimination d'un joueur qui a gagné 3 fois le tournoi ici, le grec Stefanos Tsitsipas qui s'incline dès son entrée dans le tournoi face à l'Argentin Cerundolo, 19e mondial. Ça passe en revanche notamment pour Andrei Rublev, pour le français aussi Rinderknecht qui a battu Khachanov. Et puis on attend un petit peu plus tard dans la soirée, bien sûr, le résultat de Valentin Vacherot, 3e joueur de la Fédération monégasque en lice, qui jouera face à l'autre Cerundolo, le frère de l'Argentin. La dernière actualité sportive du week-end est signée Monaco United qui vient de se qualifier pour la finale de la prestigieuse Coupe Méditerranée. Une belle récompense pour une large victoire décrochée ce dimanche face à Hyères, pourtant d'une division supérieure. C'est la première finale que disputera le club dans son histoire et la première fois dans l'histoire de la compétition qu'une équipe de district accède à la finale. Bravo à l'équipe. Et puis justement, il était présent ce dimanche au dernier match de Monaco United. Peace and Sports, l'un de ses principaux partenaires, est venu y faire une action de sensibilisation hier, à la veille de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix que nous célébrons ce lundi 6 avril, comme chaque année. C'est le moment de la fameuse grande campagne White Card qui vise à transmettre le message principal de l'organisation, celui de la paix par le sport. Bonsoir Joël Bouzou. Bonsoir. Président fondateur de Peace and Sport, on ne vous présente plus. Merci d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Cette campagne White Card, je le disais, c'est la grande opération de l'année pour vous. Rappelez-nous ce qu'elle symbolise. C'est le carton blanc, c'est-à-dire au football, vous avez le carton jaune ou le carton rouge quand vous avez des événements négatifs. Nous, c'est l'événement positif. Donc c'est une façon de concevoir le sport dans la relation à l'autre, avec l'équité comme base et la relation égalitaire devant la règle. C'est le respect de l'autre et c'est du vivre ensemble par le sport. La campagne White Card 2026 a démarré le 25 mars avec un certain nombre d'initiatives. Quels sont les temps forts de cette édition cette année et leurs particularités ? Alors on a un certain nombre d'opérations, une qui est aux Nations Unies avec un de nos champions de la paix qui va s'exprimer, un jeune skateboarder donc qui parle à la jeunesse du monde. On a la Fondation Proval avec laquelle on est en partenariat, les joueurs de rugby qui sont mobilisés. Le 6 avril, on aura le Palais en Blanc, on a des actions au Burundi, au Monténégro, en Colombie, certaines avec des champions de la paix, d'autres à partir d'ONG avec lesquelles on travaille sur le terrain. Donc ça sera global dans le monde entier. Vous l'avez dit, l'opération est internationale. Pouvez-vous nous détailler un peu plus quelles sont les personnalités qui se mobilisent avec vous ? Il y a des grands champions d'un certain nombre de pays. Didier Drogba en Côte d'Ivoire et puis Cheick Cissé qui est champion olympique de taekwondo. On a Antoine Zegdar ici, à Monaco, avec le rugby, et la Fondation Proval derrière lui. On a Grace Gayero, la capitaine de l'équipe de France de football. C'est une star aussi qui représente énormément pour l'Afrique. Voilà, donc des gens qui nous aident en permanence par leur aura à passer le message. Vous avez vu le retentissement qu'a pu avoir l'opération à travers le temps, notamment grâce à ses personnalités et aux collaborations que vous avez mises en place ? Bien sûr, les champions ont des réseaux sociaux, sont des stars dans les communautés dans lesquelles, dont ils sont originaires. Et à chaque fois, le message qu'ils passent, il est entendu par une jeunesse qui parfois n'écoute pas trop non plus les autorités, mais elles écoutent nos champions. Et donc, on arrive à passer le message de paix, le message de dialogue, le message de tolérance par le sport à travers nos champions. Et que vous disent les gens que vous rencontrez dans la rue autour de vous? Ils vous témoignent leur soutien? L'opération est importante pour eux, vous le sentez? Elle est globale, donc, et aujourd'hui, elle est personnifiée par les champions qui sont impliqués, par le message connu maintenant. Effectivement, ça a un vrai impact et ça permet de positionner le sport en tant qu'espace de dialogue et de paix. Dans un monde frappé par la guerre, encore aujourd'hui avec des tensions toujours vives, comment aller plus loin dans le soutien aux populations? Quel message adressez-vous à ceux qui réclament la paix sans avoir le pouvoir de l'obtenir?
On a une démarche pragmatique. Aujourd'hui, vous avez 271 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés dans le monde. L'an dernier, on a célébré, je mets ça entre guillemets, 460 millions d'enfants qui vivaient dans des zones de conflit. Le sport simple, c'est une activité qui peut permettre des îlots de paix et des accès à une éducation à la citoyenneté de façon très pragmatique, simplement en respectant une règle et l'autre. Ça paraît dérisoire comme ça, mais c'est très important à la fin. Et vous restez optimiste malgré tout, Joël Bouzou? Toujours. On est toujours optimiste et on passe ce message depuis l'indépendance et la neutralité de Monaco avec un chef d'État 5 fois olympien. C'est quelque chose qui a du sens, qui a du poids et on est de plus en plus écouté. Et alors comment est-ce que vous voyez le futur avec Peace and Sport? Vous savez, on a une démarche très pragmatique. Donc aujourd'hui, autour de nos programmes sur le terrain, on essaie de rassembler les écosystèmes et on crée des sortes d'îlots de paix de façon très, je dirais, simple et pragmatique. Et le but, c'est de faire grossir ce nombre d'îlots de paix. Donc à la fois, on passe des messages par le haut, on les relaie avec des champions. Mais après, on est très pragmatique sur le terrain et on essaie de grossir ce nombre d'initiatives et de supporter tous ceux qui ont la volonté d'inscrire le sport dans cet espace de dialogue, de solidarité et de respect de la différence. Merci beaucoup Joël Bouzou, président fondateur de Peace and Sport, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Et merci à vous pour votre écoute. Parlons gastronomie à présent. La Société des Bains de Mer confirme une nouvelle fois sa volonté d'agir en faveur du développement durable avec de nouvelles signatures, 3 pour être précis, et 3 nouveaux établissements du groupe qui viennent de rejoindre le programme Mr Good Fish qui s'engage pour lutter contre la surpêche. Sarah Inkari et Loïc Marage. Plus d'un tiers des stocks de poissons mondiaux sont actuellement surexploités. Face à ce constat, le programme européen Mr Good Fish a été créé en 2010 par 3 grands aquariums, dont Nausicaa, pour guider les particuliers et les professionnels à mieux consommer les produits de la mer. Il s'appuie sur des recommandations scientifiques qui sont mises à jour régulièrement, notamment en fonction de la saison de la pêche, pour éviter les périodes de surproduction, en fonction de l'état des ressources, donc de leur disponibilité suffisante, des pratiques de pêche. Donc, Mr Good Fish publie chaque année 4 fois par an une liste actualisée d'espèces recommandées en fonction de ces critères. Donc il vise à limiter la pression sur certaines espèces et à contribuer à un meilleur équilibre des ressources marines. À travers la signature du président Stéphane Valéry, la cuisine du room service et le Limoun Bar de l'hôtel de Paris ainsi que le Madawan rejoignent le programme européen, portant ainsi la liste de 15 restaurants engagés à 18 au sein du resort. Petit scoop pour cette nouvelle carte qui va bientôt arriver. Elle a été élaborée bien sûr par notre chef Marcel Ravin. Nous aurons des produits par exemple du côté de l'Atlantique avec du merlu qui arrive sur la carte, et également des crevettes grises. À travers cette adhésion, ce qu'on souhaite également, c'est donner l'envie à notre clientèle, en fait, en goûtant chez nous parfois des espèces un peu oubliées ou qu'ils vont redécouvrir, de pouvoir les consommer également chez eux ensuite. Les clients sont informés grâce à ce logo présent sur les cartes. Ils n'ont plus qu'à faire le bon choix et à se régaler. Il a choisi la Fondation de Monaco à Paris pour lancer la publication de son ouvrage en France. L'aventurier français Patrice Ponza a bouclé la Via Alpina en solitaire entre juin et septembre dernier. Un itinéraire qui relie la mer Adriatique à la Méditerranée en plus de 2000 km à pied en traversant 8 pays avec une arrivée au jardin exotique de Monaco. Une aventure qu'il raconte dans son livre philosophiquement intitulé « Mes Alpes intérieures ». Nos correspondants Justin Hadel et Jérémy Henry l'ont rencontré jeudi dernier lors de son passage à Paris. Pour Fabrice Ponza, lancer la publication de son livre en France à la Fondation de Monaco représentait bien plus qu'un symbole. Et à l'arrivée à Monaco, il s'est avéré que j'étais dans un état émotionnel pour le moins paisible. J'étais bien installé dans ma marche, bien installé dans mon aventure, et je voyais depuis le fort de la Tête du Chien à la Turbie cette jolie baie de Monaco, et je me disais que ça y est, cette principauté allait sceller la fin de ma marche. Et quelque part, j'étais au fond de moi tout de même un peu sur la réserve parce que j'aurais bien aimé que ça continue un peu. Son parcours, il l'a retranscrit dans cet ouvrage où les mots sont accompagnés d'images, celles de son aventure. À travers des anecdotes, des passages philosophiques, Patrice Ponza souhaite surtout faire passer un message et sensibiliser sur l'importance de la santé mentale, symbole de cette grande aventure. Il s'avère que la marche, quand elle est pratiquée longtemps,
qu'elle est répétée des semaines, des mois, qu'on accepte le pas, la mécanique du pas, qu'on accepte surtout de ralentir, on se rend compte combien la marche finit par devenir, si vous voulez, un levier de gestion émotionnelle. Un message qu'il a pu partager lors de cet événement peu commun au cœur de la Cité internationale universitaire. Nous présentons à la fois, ce qui est un peu inhabituel à la Cité, mais à la fois une exposition de ses photographies qui sont très très belles et la présentation donc, de son ouvrage après dans le Grand Salon. Un temps d'échange décisif pour la directrice de la Fondation de Monaco. Cela faisait plus de 4 ans qu'elle n'avait pas organisé un événement ouvert au public en ses murs pour cause de travaux. Un moment important pour la 50aine de personnes présentes, dont des étudiants de la Fondation. Puis la vie alpine, c'est aussi un parcours auquel a participé Monaco avec 7 autres pays, puisqu'elle existe depuis 2002. Donc c'est aussi un parcours transfrontalier qui a une histoire, c'est aussi une histoire de peuple, une histoire de frontières, une histoire culturelle. Et je pense que dans ces temps de désunion et de division dans le monde, de parler de quelque chose qui a uni des populations et des pays, c'est important. Avec la réouverture du jardin exotique, Fabrice n'attend plus qu'une chose, revenir à Monaco pour signer le livre d'or de la vie alpine, inaccessible lors de son arrivée. Retour à Monaco pour une conférence à la Maison de France. Elle portait sur la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe central de contrôle. L'objectif était de la comprendre et d'en déchiffrer les enjeux. Les explications de Vanessa Dessy et Julien Logier. Derrière le mot blockchain se cache une idée simple, un registre numérique partagé où chaque transaction est enregistrée et vérifiée de manière transparente, sans intermédiaire. Des crypto-monnaies aux contrats numériques, cette technologie ouvre la voie à de nouveaux usages. Mais pour les entreprises, son développement pose aussi des défis majeurs. La blockchain est une technologie opaque, difficile à comprendre, presque parfois insaisissable. Le risque principal que j'identifie pour l'entreprise est évidemment d'avoir des flux qui pourraient être inclus dans un système plus global de financement du terrorisme et ou de blanchiment d'argent. Et puis pour les particuliers, il reste un risque d'escroquerie, on le voit, il y en a énormément. Pour autant, aujourd'hui, nous avons également des moyens pour lutter contre ces risques, que ce soit via des acteurs qui sont régulés, qui ont mis en place certains dispositifs qui nous permettent de tracer certains flux financiers qui peuvent paraître anormaux, d'une part, mais aussi des processus de KYC, comme pour une banque. Aujourd'hui, les acteurs du secteur de la crypto ont des exigences réglementaires qui sont quasiment similaires à celles d'un établissement bancaire. À Monaco, la blockchain avance sous étroite surveillance juridique. Entre protection des investisseurs et volonté de soutenir l'innovation, la principauté cherche un équilibre délicat pour accompagner le développement des actifs numériques. Monaco est dans une situation un petit peu particulière parce que, à la différence de la majorité des pays européens, elle n'avait pas de réglementation visant à réguler les actifs numériques sur son territoire. Quand je dis pas de régulation, c'est à tempérer. Évidemment, il y avait une loi qui existe, qui est toujours là, mais qui souffre d'aucune ordonnance souveraine d'application. Donc, en fait, on a une loi, mais qui ne peut pas s'appliquer. Donc c'est là le cas particulier de Monaco. Pour autant, le règlement MiCA qui est rentré en vigueur en décembre 2024, qui est un règlement européen, vise à s'appliquer à l'ensemble de l'espace économique européen et donc à Monaco. Monaco devra donc être en conformité d'ici fin 2026. La blockchain reste un terrain complexe mais porteur. Comprendre ses risques, rester conforme et savoir repérer les projets fiables permet aux entreprises de tirer parti de ses atouts. En musique, c'est la fin du Printemps des Arts à Monaco. Riche programme hier pour clôturer la saison 2026. Un concert lecture d'œuvres musicales et littéraires d'Hector Berlioz à la Bougie, à l'Opéra Garnier et Raga, un concert de musique indienne au New Moods. Retour sur ces rendez-vous dans ce Focus Info signé José Sacré et Alexandra Paolini. La musique paraît être le plus exigeant des arts, le plus difficile à cultiver, celui dont les productions sont le plus rarement présentées dans les conditions qui permettent d'en apprécier la valeur réelle. Cette phrase de Berlioz n'a sans doute rien perdu de sa pertinence aujourd'hui, sauf à Monaco bien sûr, et en particulier au Printemps des Arts, où les artistes sont accueillis chaleureusement et choyés.
Berlioz contre les grotesques, c'était le titre de l'avant-dernier concert du Printemps des Arts, donné le 5 avril à l'Opéra de Monte-Carlo, un concert aux bougies que le public adore. Oui, parce que c'est un public illuminé, bien sûr, et qui aime la lumière de la pensée. Donc, pourquoi se priver de ces bougies ? Alors aujourd'hui Berlioz, mais Berlioz pas seulement musicien. Non, Berlioz a une production littéraire qui est en volume presque comparable à celle d'Honoré de Balzac. C'est quelqu'un qui a énormément écrit des critiques. Sa biographie, qui est une biographie légèrement romancée, donc qui sont ses mémoires en fait. Un traité d'orchestration dont on va tirer pas mal d'extraits ce soir. C'est un compositeur qui a énormément écrit de littérature, qui avait un style absolument extraordinaire. Et donc je voulais qu'on lise des extraits de la littérature berliozienne sur les instruments, puisque Berlioz était le roi de l'orchestration du XIXe siècle. De la musique de Berlioz quand même. De la musique de Berlioz transcrite, la question de l'instrument est encore de retour puisqu'on n'avait pas de droit à un orchestre aujourd'hui pour jouer sa musique. Donc le quintet Moragues, qui est un quintet qui est peut-être un des plus grands quintets au monde, a un oboïste, David Walter, qui réalise beaucoup de transcriptions avec aussi Claire Désert au piano. Donc la musique de Berlioz pour 6 instruments, mais on gardera l'énergie, la masse sonore berliozienne dans ce contexte de chambre. Dernier concert de cette édition du Printemps des Arts de Monte-Carlo, au New Moods, un concert de musique indienne interprété par Rishabh Prasanna flûte et Abhishek Mishra tabla. C'est une musique savante, extrêmement savante, mais qui relève aussi de l'improvisation, qui n'est pas une musique écrite. La question de l'instrument se pose avec la flûte, avec le tabla, avec le sitar, avec cette lutherie qui est absolument incroyable. Mais je trouvais que c'était une belle suspension. C'est toujours triste de terminer un festival, alors autant qu'il s'ouvre vers quelque chose d'autre. Rishabh Prasanna appartient à une grande famille de musiciens hindoustani originaires de la ville sainte de Bénarès, reconnus pour leur maîtrise exceptionnelle de la flûte. Il est le fils et le disciple du maître Rajendra Prasanna, aujourd'hui installé à New Delhi, dernier interprète de la famille à maîtriser parfaitement cet instrument avant. Cet environnement musical a permis à Rishabh de se familiariser jour après jour avec l'art du raga et les techniques de jeu qui ont fait la renommée de sa lignée. La deuxième partie du Printemps des Arts de Monte-Carlo sera chorégraphique à partir du 16 avril. Et c'est sur cette note que se referme ce journal de lundi de Pâques, fin d'un long week-end pascal qui a d'ailleurs attiré du monde en principauté. Regardez ces images, malgré une météo à peine maussade, les touristes sont bel et bien de retour et ont choisi Monaco pour profiter de ces quelques jours aux températures agréables. La saison est ouverte, comme on dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain, un peu meilleures, présentées par Frédéric Elion. Je vous laisse sur les images des derniers matchs des Monégasques au Rolex Monte Carlo Masters, cliché signé Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h.
Bonsoir à toutes et à tous. Mardi, la journée sera globalement ensoleillée malgré quelques passages nuageux, parfois denses le matin. L'après-midi, le ciel sera plus dégagé et les températures seront comprises entre 13 et 18 degrés. Mardi 7 avril, nous fêterons Saint Jean-Baptiste de la Salle, le fondateur des frères des écoles chrétiennes. Ce sera aussi la journée mondiale de la santé, célébrée chaque année un 7 avril, afin de rappeler la création de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 7 avril 1948. Une très bonne soirée à toutes et à tous sur Monaco 1.